la communauté universelle qui promettait les sentiments du beau, il y a, il faudrait que j'évoque brièvement, il y a chez Kant cette thèse qui est fondamentale et qui fait qu'un sentiment esthétique n'est pas un plaisir agréable, mais qui est un plaisir qui doit être un plaisir pur. Ce sentiment esthétique, lorsque je dis que quelque chose est belle, n'est plus il prétend être universalisable, même si on ne sait jamais si l'universalisation aura lieu, mais il prétend, c'est une subjectivité, parce que c'est un jugement sentimental, c'est une subjectivité du sentiment qui prétend néanmoins être partageable universellement. Et donc, dans les jugements, ceci est beau, il y a la promesse d'une communauté. C'est-à-dire que nous partageons ensemble ces sentiments. Eh bien, l'idée est que cette communauté-là n'est plus promise, puisque nous ne sommes plus sensibles à la donation des formes, donc à la beauté. Donc on n'a plus un sentiment qui peut élever la prétention de forger une communauté de partage universel du sentiment. Et il tire la conclusion, qu'est-il alors de l'horizon infini d'un progrès du sentiment et de la volonté qui était ouvert par l'analytique du beau chez Kant. C'est-à-dire que quand il a cette promesse, donc, avec les beaux, cette promesse d'un progrès, je reviens à la question de politique, il y a un progrès, c'est-à-dire que nous pourrons de plus en plus développer des idées esthétiques que nous partageons de façon purement sentimentale, et ce progrès, il est bloqué ou entravé à partir du moment où nous sommes dans une pensée qui procède par logiciel et simulacre. Et voici la dernière phrase que je voudrais citer de Lyotard. Ce qui se passe désormais, et là il va comparer, il compare, juste pour vous donner encore un lien, que ça soit frappé et que ça nous interdit l'accès à la donation immédiate des formes, cette condition-là, Lyotard va comparer ici plusieurs fois dans ce texte, il va comparer avec les thèmes du retrait des lettres. Le retrait des lettres chez Heidegger. Donc Lyotard dit, tout se passe comme si les retraits de la donation des formes, le fait que nous sommes plus accessibles ou sensibles à la donation des formes, rejoignait les thèmes heideggeriens du retrait des lettres. Et il dit d'ailleurs, ce que Heidegger appelle la poésie, c'est une façon d'accueillir des formes libres. Et lorsque Heidegger parle du thème de retrait des lettres, il est en train de parler dans son vocabulaire à lui, dans son lexique à lui, il est en train de thématiser la question finalement de l'anesthésie, soutient Lyotard. Et la conclusion du texte, c'est la dernière ligne, je vous lis maintenant, il dit ceci: la raison cognitive, c'est-à-dire l'entendement calculant, thème heideggerien aussi, n'est-ce pas, de l'installation de Gestell, la raison cognitive calculante s'empare de l'espace du temps. Désormais, notre rapport à l'espace-temps n'est plus un rapport de sensibilité ou de cœur, comme disait Proust, mais c'est un rapport de concept. Notre rapport à l'espace-temps, c'est un rapport conçu. Ce sont des synthèses conçues, installées jusqu'au cœur de l'espace et du temps. Et donc, et alors Lyotard dit, à partir du moment où on prend acte de ça, on peut interpréter ça selon deux registres différents. Soit d'un point de vue anthropologique, là je vais profiter pour faire une critique à mes collègues en général qui travaillent aujourd'hui sur l'émancipation,
Lyotard dit ceci: du point de vue anthropologique, le fait que les concepts s'emparent de l'espace du temps et que nous perdons la sensibilité, du point de vue anthropologique, on peut présenter ça comme une émancipation des humains. Émancipation des humains. C'est-à-dire que les humains ne sont plus passibles de la relation des formes, les humains sont de plus en plus en train de maîtriser conceptuellement l'espace du temps. Et donc ça, c'est une forme d'émancipation. Et ce mot d'émancipation, c'est un mot très curieux, parce que ça veut dire, c'est un mot ambigu, et ce que j'aime pas beaucoup dans beaucoup de débats actuels, c'est qu'on entretient la confusion. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la charge de l'émancipation, c'est justement le développement technoscientifique. C'est le développement technoscientifique, donc l'hégémonie du concept du calcul, qui a la charge de l'émancipation, en maîtrisant l'espace, le temps, en maîtrisant la matière, et ainsi de suite. Mais cette émancipation-là, ce n'est pas l'émancipation dont on rêvait au XVIIIe siècle, parce qu'on parlait d'émancipation de l'humanité. Par contre, cette émancipation technoscientifique, c'est une émancipation qui met en cause l'émancipation au sens du progrès dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand on dit travaillons à l'émancipation, réinventons l'émancipation, on entretient la confusion. Parce que je pense que la vraie question, c'est de savoir s'il y a encore d'émancipation à l'horizon. Parce qu'on voit très bien que si nous ne sommes plus susceptibles aux idées, c'est-à-dire si nous perdons un repère autre que celui de la réalité des faits, il n'y a plus d'émancipation à l'horizon. Je pense que la disparition de l'idéal des révolutions, c'est un signe de l'éclipse de l'émancipation. C'est un thème qu'on trouve même chez quelqu'un qui a un radical d'émancipation comme Badiou, n'est-ce pas? L'idée de l'hypothèse communiste, avant c'était une thèse, n'est-ce pas? Que ça devienne une hypothèse communiste, c'est une précaution, n'est-ce pas? Par rapport à un assombrissement de l'horizon et de l'émancipation. C'est sûr que s'il n'y avait aucune promesse d'émancipation, on était en train de frôler la barbarie. C'est qui est le thème d'Adorno. Adorno dit la barbarie, ce n'est pas des lubies des philosophes, des utopies négatives. La barbarie peut être une réalité historique. Et on peut se demander si on est en train de s'enfoncer dans une forme de barbarie. Barbarie civilisée, bien sûr, comme disait Nietzsche. Barbarie très raffinée, avec des concepts, des calculs, avec une technologie très poussée, mais barbarie quand même, par rapport à ce qui était la promesse des progrès en tant que sensibilité aux idées. Et donc ça, c'est version anthropologique du déplacement transcendantal ici, n'est-ce pas, du sentiment de l'imagination vers l'entendement et les calculs. Et la version transcendantale est celle-ci, qui Lyotard propose comme un projet à travailler. Il faut penser les bouleversements dans le jeu des facultés entre elles, à toutes ces facultés, les bouleversements du jeu des facultés entre elles, qui introduit la pensée par calcul de notre époque. Et c'est ces bouleversements-là qu'on appelle la crise. Donc, et penser la crise, pour lui, ça va être réhabiliter l'anesthétique, et dans l'anesthétique, une anesthétique des matières, comme riposte à cette situation. Voilà, je vois que j'ai passé déjà longtemps dans les préliminaires. Je vais ajouter 2 ou 3 mots, on passe à la discussion, si vous voulez bien. Et puis, je ne vais pas suivre tout ça, je me rends compte que c'est un peu délirant. Et je vous fais 2 ou 3 remarques pour ça, et puis on discute éventuellement, on peut revenir sur tel ou tel point. Je voudrais juste compléter ça, parce que je pense que c'est une référence intéressante. Il y a une version de ce texte, une version résumée dans l'inhumain de Lyotard.
Et dans l'inhumain de Lyotard, la version résumée, qui n'est pas très développée comme dans les textes que j'ai cités, ça s'appelle quelque chose comme communication sans communication. Quelque chose comme communication sans communication. Et ici, il pose à nouveau la question, il pose autrement, et c'est peut-être plus parlant qui est dans les textes qui est plus ardu que je viens d'évoquer. Il pose la question de la façon suivante. Il ne nous reste plus que les conditions de l'espace et du temps, donc un travail de deuil qu'il faut faire par rapport à la perte des formes sensibles, et c'est ce qui fait la dialectique hegelienne. Donc voilà, la dialectique hegelienne, c'est un immense travail de deuil contre la perte des formes sensibles. Hegel qui est justement celui qui annonce la fin de l'art, ce qu'on appelle la mort de l'art. Et donc il dit ceci, la phénoménologie de l'esprit a montré que l'espace et le temps, ici et maintenant, n'ont pas leur vérité en eux-mêmes, mais dans les concepts. Donc ce qui importe, ce n'est pas la sensibilité à l'ici maintenant, mais c'est les concepts. C'est-à-dire que l'insensible, chez Hegel, l'insensible est toujours déjà médiatisé par l'entendement. Ça, c'est la catastrophe qui articule après Heidegger et Lyotard. C'est-à-dire que la sensibilité est déjà médiatisée par l'entendement. Donc il n'y a plus d'immédiatité, ce que j'ai voulu signifier ici par ces signaux, qui était la immédiatité, qui veut dire justement, avant les concepts, la immédiatité, chez Hegel, il n'y en a plus parce que d'emblée, le sensible est médiatisé par le concept. Et donc, poursuit Lyotard, et c'est ça le thème de la fin de l'art, chez Hegel. C'est le thème de la fin de l'art. S'il n'y a pas le temps, si le temps est le concept, il n'y a pas d'art que par erreur, ou plutôt, le moment de la fin de l'art coïncide avec celui de l'hégémonie du concept. Le moment de la fin de la sensibilité coïncide avec l'hégémonie de l'entendement et du calcul. Il faut rattacher cette problématique à celle du logocentrisme généralisé, qui a été très développé par Derrida, et montrer que l'industrie de l'art, parce qu'une façon de définir l'art, c'est évidemment l'industrie de l'art, que l'industrie de l'art appartient à cette façon d'achever l'art. L'industrie de l'art est un achèvement de la métaphysique spéculative. L'industrie de l'art, c'est la façon dont Hegel est présent, dont il a réussi à Hollywood. Donc, l'hégémonie de l'industrie, du concept, du calcul, et tout ce qui va avec, n'est-ce pas, le marketing compris. Donc là, on n'est plus dans la donation libre, on est pris dans les concepts, c'est ce qui veut dire industrie. Et il dit qu'il faudrait élaborer tout cela par rapport à Husserl et la crise des sciences européennes. Donc, s'il ne reste que les conditions de l'espace et du temps, si l'intéressant au fond, ça va être la question du sans destin, alors tournons-nous vers les avant-gardes et élaborons une esthétique du sans destin. Nous ne sommes plus destinés par les donations. Il n'y a plus de susceptibilité. Donc élaborons une esthétique du sans destin, de l'indestiné. Et il va parler donc d'une peinture du sans destin, une peinture qui ne nous prescrit plus telle ou telle destinée. Je voudrais, ça c'est, je voudrais juste ajouter un dernier mot pour vous laisser la parole. Et ce dernier mot, je voudrais revenir sur cette question. Si on accepte l'hypothèse qu'il faut élaborer une esthétique des matières, dans le cadre des fondements de la donation de formes, c'est des formes,
l'idée de Lyotard, qui est une façon de réélaborer celle d'Adorno, c'est qu'au lieu de se plaindre qu'il n'y a plus de forme libre, qui affecte la sensibilité, mais peut-être qu'on a là une chance. Et la chance, c'est de dire, eh bien, on n'a plus de forme libre, mais tant mieux, profitons-en pour approcher de la matière pure, sans forme. C'est ça son retournement. Profitons de ça et relevons cette situation en essayant, moyennant un travail d'ascèse, d'approcher de la matière pure, d'accéder, parfois il dit de façon assez osée, je trouve, accéder directement à la matière. Donc en suspendant notre esprit. Et là, vous trouverez le thème adornien de la cesse. C'est-à-dire, je cite Adorno, il faut suspendre le pouvoir actif de l'esprit, pouvoir de maîtrise, de contrôle, qui est encore à l'université. Il y a un dossier ici par rapport à l'université implicite dont je parlerai peut-être après, parce qu'on voit très bien que, enfin je ne sais pas si vous voyez très bien, je vois très bien qu'il y a une tension entre toute cette question esthétique, donation, etc. et l'université, parce que l'université c'est le lieu de l'entendement. C'est le lieu de l'entendement. Et les grands artistes et les grands écrivains, Beckett par exemple, ce qui raconte sur l'université, c'est assez parlant. Joyce, je donne juste un exemple, James Joyce, lorsqu'il écrit Finnegan's Wake, il dit, voilà, je donne ici du travail à l'université, tant qu'il y aura de l'université, vous aurez à commenter Finnegan's Wake. C'est-à-dire, tant qu'il y aura, c'est une définition que donne Kant, quand il dit des formes de l'art, donne à penser à l'entendement infiniment. On n'a pas de forme, les commentaires qu'on peut faire sur des formes. Les formes excèdent la capacité de l'entendement. Ça, c'est ce qui soutient Kant. Et je pense que cet horizon infini des représentations, d'associations, de commentaires sur les formes, c'est ce que Benami appelle l'aura. Qui est l'aura qui porte les formes. Et donc, Joyce dit, avec ma forme Finnegan's Wake, vous à l'université, vous aurez éternellement du boulot pour essayer de commenter. Donc il y a un défi, une tension entre cette problématique ici et les milieux universitaires, parce que l'université, je vous dis juste ça, je lance ça comme ça, je pense que l'université a une grande responsabilité dans l'anesthésie. Une grande responsabilité dans l'anesthésie. D'où le paradoxe de parler de ça dans l'université. Et peut-être le défi de parler de ça dans l'université. Parce que l'université a un rôle fondamental, à mon avis, dans l'anesthésie générale. Justement parce qu'elle est les lieux de l'entendement. Mais Adorno dit, lui, qui voulait dédier son œuvre à Samuel Beckett, il dit qu'il faut suspendre l'activité de l'esprit, son agressivité et tout ce qui dans l'esprit est penchant pour la négociation, le calcul, négociation, pour les rendre sensibles au manque d'idées qui est lié au retrait des formes de la donation. Et c'est là qui s'ouvre un travail sur la destitution de l'esprit. Je voudrais juste pour clore ça, je voudrais juste vous citer un paragraphe de Beckett pour introduire, je m'interromps là-dessus pour l'instant, pour introduire ce thème de la destitution de l'esprit sans forme. Et qui veut dire, à mon sens, là je pense que j'ai Kant, Adorno et Lyotard avec moi, cette destitution de l'esprit veut dire une suspension des synthèses, de ce que Kant appelle les synthèses, même les synthèses minimales qui constituent le temps diachronique.
suspendre tout cela. Et c'est à ce prix-là qu'on peut approcher la matière dont je parle, l'écriture des matières. Le texte, cette nuit, j'ai essayé de choisir un bon passage de Beckett, et en fait, il faudrait un jour faire une séance pour lire les livres en entier, parce qu'il est sublime, si je puis dire. C'est l'innommable. L'innommable, c'est le troisième volet de la trilogie Molloy, Maloneur et l'innommable. Molloy, c'est encore un nom. Malone, c'est encore un autre nom qui est déjà en défaillance, et l'innommable. Donc, c'est l'absence de nom. Un livre sur l'innommable, il faut pouvoir le faire. Comme dit Beckett, mon livre, c'est que vous ne trouverez dans mon livre que la poussière des noms. Mais ce n'est pas ça qui est important dans mon livre. Ce qui est important dans mon livre, c'est ce qui n'y est pas, et quel innommable dont il s'agit d'évoquer moyennant la poussière des noms. Et je vous lis juste le début. Je pense qu'il faudrait imaginer, si vous voulez bien, les exercices suivants. Vous êtes, vous, devant une feuille blanche, une page blanche. Et vous écrivez ceci. Dire j'ai, sans les penser. Appelez ça des questions, des hypothèses. Aller de l'avant. Appelez ça aller. Appelez ça de l'avant. Se peut-il qu'un jour, premier pas va, j'y sois simplement resté, ou, au lieu de sortir, selon une vieille habitude, passer jour et nuit aussi loin que possible de chez moi, ce n'était pas loin. Évidemment, ne cherchez pas le sens tout de suite. Et vous voyez dans quel état lamentable il est. Il continue. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de questions. Peu importe comment cela s'est produit. Cela. Dire cela sans savoir quoi. Peut-être n'ai-je fait qu'entériner un vieil état de fait. Mais je n'ai rien fait. J'ai l'air de parler, ce n'est pas moi. De moi, ce n'est pas de moi. C'est quelques généralisations pour commencer. Tout ça, c'est comment on commence son roman. Je viens de dire, c'est la préparation du roman, qui est déjà le début du roman. Tout ça, c'est quelques généralisations pour commencer. Comment faire? Comment vais-je faire? Que dois-je faire dans la situation où je suis? Comment procéder? Est-ce par pure aporie ou bien par affirmation et négation, infirmée au fur et à mesure? Ou tôt ou tard, cela d'une façon générale. Il doit y avoir d'autres biais. Sinon, ce serait à désespérer de tout. Mais c'est à désespérer de tout. À remarquer, avant d'aller plus loin, dès l'avant, que j'ai dit aporie sans savoir ce que ça veut dire. Peut-on être effectif autrement qu'à son insu? Bon, je note le mot effectif parce que là, par contre, je pense que tout le monde ne le connaît pas. Effectif. Effectif. C'est donc le mot de septime grec, piron. Ça veut dire suspendre son jugement. Alors là, je suis dans ma question. Suspendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être effectif, mais Beckett, qui est soit des clochards ici, qui est en train de faire un monologue, de temps en temps, il sort des mots savants. Ah, ici. Et là, il sort ces mots-là. Vous ne trouvez pas dans le dictionnaire. Est-ce qu'on peut effectif, suspension de jugement. Jugement. Voilà. Voilà. Chez Piron. Et donc il dit, voilà, est-ce qu'on peut être effectif à son insu? Je ne sais pas.
je vais juste à la fin de... Après, il n'y aura plus de paragraphe, c'est le début. Et il continue. Les oui et les non, c'est une autre chose. Ils me reviendront à mesure que j'ai progressé. Et la façon de chier dessus, effectivement, et chier, ça va. La façon de chier dessus, tôt ou tard, comme un oiseau, sans en oublier un seul. On dit ça, le fait semble être que si dans la situation où je suis, on peut parler des faits, non seulement que je vais avoir à parler des choses que je ne peux pas parler, mais encore, ce qui est plus intéressant, que j'ai, ce qui est encore plus intéressant, que j'ai, je ne sais plus, ça ne fait rien. Cependant, je suis obligé de parler et je ne me tairai jamais. Donc ça c'est entré, si je peux dire, en matière. Et puis après, il y aura les thèmes importants. Il va peu à peu introduire les thèmes importants de la voix. Je voulais juste ce passage parce que c'est chose étonnante. C'est un passage que Michel Foucault a lu dans son discours d'entrée au Collège de France. C'est le passage qui est le plus misérable de l'écriture chrétienne, mais plus misérable, c'est-à-dire aussi le plus près des questions de matière. Il dit ceci: cette voix qui parle, qui n'est pas moi, ni toi, ni lui, ni elle, ni eux, ni vous, cette voix qui parle, c'est sachant mensongère, indifférente à ce qu'elle dit, trop vieille peut-être, et trop humiliée pour pouvoir jamais dire enfin les mots qui la fassent cesser, c'est sachant inutile pour rien, qui ne s'écoute pas, attentive au silence qu'elle rompt, par où peut-être un jour lui reviendra le long soupir clair d'avant et d'adieu. En est-elle une? En est-elle une voix? Je ne poserai plus de questions, il n'y a plus de questions, je n'en connais plus. Elle sort de moi, elle me remplit, elle clame contre mes murs. Elle n'est pas la mienne, je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas l'empêcher de me déchirer, de me secouer, de m'assiéger. Elle n'est pas la mienne, je n'en ai pas, je n'ai pas de voix et je dois parler, c'est tout ce que je sais, c'est autour de ça qu'il faut tourner. C'est à propos de cela qu'il faut parler, avec cette voix qui n'est pas la mienne, mais qui ne peut être que la mienne, puisqu'il n'y a que moi. Ou s'il y a d'autres que moi, à qui cette voix pourrait appartenir, ils ne viennent pas jusqu'à moi, je ne dirai pas davantage, je ne serai pas plus clair. Ils me regardent de loin peut-être, je ne vois pas d'inconvénient du moment que moi je ne les vois pas. Tel un visage parmi la braise qui savent vouer à s'écrouler, mais c'est trop long, il se fait tard, les yeux se ferment, demain il faut se lever tôt. C'est donc moi qui parle tout seul, ne pouvant faire autrement. Non, je suis muet. À propos, et si je me taisais? Bon, c'est pendant 200 pages, n'est-ce pas? Et au milieu et vers la fin, il y a cette point qui est commenté par Adorno, parce qu'Adorno voit dans ce texte, sans qu'Adorno thématise la question des matières, il thématise quand même la question de comment l'art se poursuit après la mort de l'art selon Hegel. Donc Adorno érige ce texte comme une sorte de manifeste anti-hegelien. Et Adorno entend de cette oreille la question qui est celle-ci. C'est la fin, hein, si je puis dire. Parce que c'est un boucle, vous arrivez à la fin, vous pouvez répondre. Il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent. Étrange peine, étrange faute, il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait si elle s'ouvre. Ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Ça, c'est un bâtiment pendant tout le texte. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Et ce bâtiment, dit Adorno, ça c'est l'art.
après le beau. Il faut continuer, c'est impossible de continuer, je vais continuer. Et Adorno interprète ça, donc comment l'art persiste après la fin de l'art. Je vais m'interrompre là-dessus. Il y a des trésors assez incroyables, d'ailleurs il est dit à un moment donné, il y a des trésors ici, mais on ne sait pas où ils sont. C'est au milieu des mots. Les bons mots, il est dedans, mais il faut les trouver. Et tout ça, c'est allié à un autre thème, c'est il faut que je me dise, les mots qui me disent, pour ne pas avoir été né en vain. Si je ne suis pas né en vain, si je veux ne pas être né en vain, il faut que je trouve le mot. Et là, on tombe dans le mot qui dit qu'il ne comprend pas, qui est le mot de l'aporie. Voilà, chers amis, je vais m'interrompre là-dessus. Peut-être il vaut mieux qu'on ouvre un dialogue. Et peut-être aussi, s'il y a des choses dans mon ébauche, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux les lire. S'il y a des questions ou des objections, je suis à vous. On t'applaudit. Très intéressant. Et oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être laisser la parole. Alors ça, je ne veux pas. Sauf sur un tout petit point, mais qui ne porte pas atteinte du tout aux questions que l'on pourrait donner, c'est que c'est une remarque incidente, mais que je fais toujours à propos des considérations qui font intervenir Kant dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'art et en particulier de l'art contemporain. Parce que, à mon sens, Adorno l'en fait la remarque, mais il en fait la remarque, je crois que d'une façon peut-être un peu marginale, bien qu'elle ait une importance. C'est que le centre de l'esthétique de Kant n'est certainement pas la théorie des arts. La théorie des arts n'occupe chez Kant une partie annexe un petit peu presque dans la critique du jugement ou de la faculté de juger. Son application, sa découverte et son application du jugement esthétique, c'est-à-dire du sens du beau ou du sublime, s'applique essentiellement à la nature. On a transposé d'ailleurs très rapidement, même à l'époque de Kant, ou tout au moins immédiatement après, et en particulier les romantiques, soit théoriciens, soit peintres comme Turner, la notion par exemple de sublime dans le domaine artistique, mais c'est peut-être essentiellement Lyotard qui a opéré cette transposition pour la pensée contemporaine. En fait, ou alors peut-être ça s'est fait avant également, puisque on voit peut-être chez Malraux que connaissait bien Lyotard d'ailleurs et auquel il s'est intéressé puisqu'il a écrit un très beau livre sur Malraux, signé Malraux, et où il fait mention de toutes les études et les livres concernant le musée imaginaire concernant l'art. C'est chez Malraux peut-être que cette notion a été appliquée avec Goya, avec le comment ça s'appelle, le colosse, etc. Tout un tas de visions assez particulières qui sont analysées surtout autour de l'œuvre de Goya à propos du chaos, à partir du monstrueux, etc.
Mais c'était pour dire oui, que chez Kant, il n'y a pas, à mon sens, d'études spécifiquement appliquées à la peinture ou à l'art plastique. C'est plutôt l'esthétique naturelle, si l'on peut dire, qui intéresse Kant et qui par transposition va s'appliquer également aux arts comme classiques tels qu'ils ont été définis dans l'esthétique aristotélicienne, la poétique, la peinture, etc. Ce n'est pas du tout pour dire que l'on ne peut pas faire cette application à partir des concepts kantiens ou des analyses kantiennes, mais que chez Kant, à mon sens, c'est d'abord le sentiment esthétique qui est analysé chez Kant, d'abord s'applique au spectacle naturel. Comme d'autre part, les arts plastiques et la peinture en particulier chez Kant reposent, à l'époque de Kant, reposent sur des théories de l'imitation de la nature, d'une sorte de naturalisme tout à fait d'ailleurs communément répandu, que l'on retrouvera chez tout le monde, chez Diderot, chez Goethe, etc. Ça n'a rigoureusement aucune importance. Peut-être à l'heure actuelle, c'est plus problématique, puisque en définitive, à ce moment, la théorie imitative ou mimétique dans les arts plastiques a été abandonnée dans tout le courant du XIXe siècle. Donc le plan, le niveau où Lyotard s'insère dans Kant est très original, puisque précisément à propos de la crise qui a lieu au moment où il écrit dans l'art contemporain, et même dans ce qu'il appelle, tu as eu raison de le rappeler, le moderne, la modernité en général et la post-modernité, il est bon de revenir justement au moment où, de réactiver le moment où le sentiment esthétique a proprement été analysé, mais peut-être il est toujours indispensable de préciser que chez Kant, ça ne s'applique pas spécifiquement, ce n'est pas spécifiquement utilisé à propos ni le sublime ni le beau ne sont utilisés spécifiquement à propos des œuvres d'art, mais plutôt des objets naturels, des paysages, des fleurs, du coucher de soleil, etc., de la mer en furie, du désert, bon, de l'orage, toutes choses qu'on retrouvera aisément dans la peinture de son temps, mais qui n'en sont pas effectivement dans le même rapport par rapport aux peintres contemporains, puisque les peintres contemporains ne sont plus des gens qui spécifiquement sont appliqués à peindre des paysages, à peindre des couchers de soleil, des fleurs, etc. C'est ça que je voulais dire. Et avec le second point, c'était que chez Kant, chez Lyotard, incontestablement, il y a deux choses tout à fait fondamentales. C'est le sans-concept, le sans-concept qui permet de dégager ce qui est la spécificité du sentiment esthétique, de la sensibilité esthétique, et d'autre part, la finalité sans fin. Il y a également qui correspond et qui complète un petit peu cette concept, ce qui plaît, et pour ce qui plaît universellement, sans concept. Bon, et qui touche, alors qui touche la sensibilité, c'est presque l'œuvre d'art, et comme le dira Adorno,
une contradiction dans les termes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un oxymoron, puisque l'universalité ne se trouve que du côté du concept et s'appelait universellement, or le plaisir ou la sensibilité est forcément la singularité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la fois l'objet d'une satisfaction tout à fait subjective et personnelle, c'est-à-dire singulière, et d'autre part, c'est malgré tout universel. Le problème, effectivement, se trouve là. Bon, je m'arrête parce que j'ai dit que je ne parlais pas. Je vous donne la parole. Merci. Il y a deux ou trois précisions sur ce que tu viens de soulever. Il est certain, chez Kant, la question c'est comment le sentiment esthétique est possible. Et s'il n'y a pas cette propriété que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que si mon jugement esthétique, et je rappelle, qui juge en matière d'art, c'est mon sentiment. Si mon sentiment esthétique qui dit ceci est beau, s'il a un vrai jugement esthétique, donc si l'art est possible, c'est parce qu'il répond à quelque chose, et peut-être c'est une exigence majeure, il répond à l'exigence de pouvoir être universalisé, mon jugement c'est beau, de pouvoir être universalisé et universalisé sans concept. C'est un paradoxe, mais toute la question, pourquoi c'est un paradoxe? Parce que quand tu penses depuis la table de jugement de la critique et de la raison pure, et quand il va parler de l'art, qui est justement l'affaire qui échappe au concept, avec un appareillage qui vient de la conceptualité, il va tomber sur une série de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'il faut universaliser une subjectivité singulière et qui est sentimentale, mais si elle n'est pas universalisable, je ne suis plus dans l'esthétique de Kant, je suis dans l'agréable. Du genre, certains aiment les lentilles et d'autres préfèrent les haricots rouges. Gastronomie, c'est l'affaire de l'agréable, ce n'est pas de l'art. Que les Français me pardonnent, mais la cuisine, ce n'est pas de l'art. Pour Kant, la cuisine, c'est l'affaire d'idiosyncrasie. J'adore les margots, mais je ne peux pas universaliser mon goût pour les margots. Par contre, si j'adore tel tableau de Velázquez, par exemple, dès que j'ai dit ceci est beau, dans la grammaire de mon jugement est impliqué un horizon d'universalité. Donc tout l'effort de Kant, c'est de dire que si l'art est possible, si quelque chose comme le sentiment esthétique est possible, voici quelles sont les conditions. La première, c'est qu'il faut que je puisse partager mon jugement universellement en principe. Il faut aussi que ces jugements soient nécessaires alors que je ne peux pas argumenter le jugement, parce que c'est un sentiment, les sentiments ne sont pas argumentables. Comme vous savez, je t'aime, mais ce n'est pas argumentable. Pourquoi tu m'aimes, vous aurez donc un horizon infini d'associations et vous n'arriverez pas à bout. Donc, quand on est dans le sentiment, on n'est pas dans l'argumentable, c'est le paragraphe 53 de la critique de la faculté de juger. Ce n'est pas argumentable, et cependant c'est nécessaire. Ça a une finalité, et cependant cette finalité est sans fin, parce que je n'ai pas le concept de la finalité. Donc tous ces paradoxes sont liés au fait qu'un sentiment esthétique, et si l'art doit avoir lieu, elle va obéir à ces sentiments excèdent le concept. Ceci étant dit, je voudrais dire que, donc je pense qu'il y a chez Kant une chose qui est très en discussion en ce moment, pas sur Kant, mais à mon avis c'est intéressant d'introduire dans la discussion. On discute beaucoup en ce moment sur l'universel. Qu'est-ce que l'universel? Qu'est-ce que l'universel facile, l'universel difficile? Le thème est déjà un peu millénaire. Mais je pense que Kant propose un universel singulier, qui est très intéressant. Par rapport aux façons de penser l'universel. Et c'est justement l'universel singulier, c'est justement l'universel impliqué dans les jugements esthétiques. Je voudrais dire ceci, la nature, par rapport à l'esthétique, chez Kant, c'est une nature qu'il appelle suprasensible.
Donc ce n'est pas la nature des sciences de la nature, c'est une idée de la nature. C'est une idée de la nature, qu'il appelle suprasensible. Et cette idée de la nature suprasensible, elle veut dire juste ceci, que les formes que me propose la nature sont des formes qui sont de façon énigmatique en accord avec mon esprit. En accord avec mon esprit. Et pour des raisons miraculeuses, les formes de la nature suscitent en moi un accord de mes facultés. Mes facultés d'imaginer, mes facultés de penser, mes facultés de présenter et mes facultés de concevoir. Je suis dans un accord, et cet accord, c'est une sorte d'euphorie que j'éprouve lorsque j'éprouve un accord de toutes mes facultés en moi à l'occasion des formes de la nature. Comme s'il y avait une adresse, comme si les formes de la nature m'étaient destinées. Et cette adresse, cette destination, cette euphorie interne, cet accord interne que j'éprouve à l'occasion des formes de la nature, cet accord-là, c'est justement les plaisirs du beau. Quand je me sens dans une sorte de, Lyotard dit plutôt euphonie, quand tous les timbres de mes facultés sont dans un concert, c'est le sentiment du beau. Je me trouve bien, je vais m'attarder, je vais continuer, c'est un plaisir, c'est un bien-être. Il y a un thème très... on ne parle pas beaucoup, mais c'est assez étonnant chez Kant, c'est le moment, dit-il, où les forces vitales sont renforcées. Au moment du beau, il y a une sorte de vitalisme. Les forces vitales sont renforcées. Il y a, la puissance d'exister est renforcée à l'occasion du beau. Parce que toutes les facultés sont en accord. Et bien ça, c'est l'idée suprasensible de la nature, pour moi, c'est ce qui est terminé avec les sublimes. Parce que les sublimes, c'est justement les désastres. C'est les désastres d'après lesquels la nature me serait destinée. C'est un désastre entre la nature et l'esprit. La nature ne nous parle plus. La nature ne nous destine plus de messages. Lyotard a fait une bonne analyse par rapport à la nature et les sublimes dans un texte sur Jacques Monori. Jacques Monori, qui, donc, vous connaissez, à un moment donné, il a chez Monori une série de tableaux qui s'appelle Ciel. Donc, mais ce tableau qui s'appelle Ciel de Monori, ce n'est pas un ciel étoilé, une constellation stellaire dont la configuration des étoiles cachait un message qui me serait destiné. C'est pas ça. Les ciels de Monori, ce sont des photos du ciel prises par des radiotélescopes. Donc c'est déjà, entre moi et les ciels, il y a la médiation du concept sous la forme de machines radiotélescopiques. Et donc Monori prend les photos des radiotélescopes. Donc les ciels qu'il peint n'est plus les ciels qu'on peint le dimanche matin dans sa maison avec un chevalet. C'est les peint sur les photos des radiotélescopes. Et beaucoup de ces photos des radiotélescopes sont des photos, il y a beaucoup d'équations des physiciens pour calculer les déplacements des radiotélescopes. Et Lyotard donc commente ça en disant, voilà, les ciels de Monori sont des tableaux qui attestent un désastre du rapport entre nous et la nature. Maintenant, quand on voit un ciel étoilé, on ne pense pas que ces ciels nous adressent des messages, on pense que ces ciels, c'est la cible des recherches de la physique. Et donc, nous ne sommes plus dans une interlocution avec les ciels est objectivé par la conscience. Et c'est de ça que parle, c'est de ça dont témoignent les tableaux de Monori. Je voudrais ajouter encore Le monde de désastre, d'ailleurs, pour y convenir, puisqu'il est utilisé par Blanchot dans l'écriture du désastre,
qui convient également d'ailleurs à l'art littéraire, de la poésie, à la littérature, et en général, qui comprend également la poésie, c'est une écriture du désastre. C'est ça. Maurice Blanchot, hein? L'écriture du désastre. Je vous rappelle que dans le désastre, il y a l'astre. Et que sur le fronton de Paris 8, quand on arrive, il y a les livres, le seul astre exact, hein? Le livre. Mais s'il n'y a plus d'astre, il y a aussi une crise de livre. Ce qui me semble. J'ai vu le mot utilisé d'ailleurs, également par. Ah, est-ce que c'est par Didier Burnham ou par Agamben à propos de l'art plastique? Je pense que ce mot a une certaine fortune dans le vocabulaire contemporain, d'ailleurs, pour caractériser cette rupture, ce changement d'optique qui a eu lieu par rapport à l'esthétique classique, si l'on peut dire, si l'on s'appuie sur Kant, par rapport à ce que tu appelles anesthétique. C'est un passage au désastre, c'est-à-dire le fait que ce sentiment, cet accord universel, cette satisfaction universelle n'existe plus, qui a été groupée par Kant autour de la notion de goût, etc. Donc c'est quelque chose. Ce n'est plus le combat. Il y a pendant tout un moment, ça a été mais c'est plus récent alors cette transformation. Parce que pendant tout un moment, le combat a été autour des formes, autour de l'imitation, de la non-imitation, autour du figuratif ou du non-figuratif, de l'abstraction. Puis ensuite, c'est le désastre, on pourrait dire le désastre du goût, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que signifie une émotion, un sentiment esthétique, puisqu'il relève non pas de la sensibilité des sens, mais de ce qu'on pourrait appeler l'émotion, plutôt le sentiment. C'est ça, mais le désastre de goût, c'est justement ce retrait des formes sensibles. Il y a 3 exemples dont je me souviens d'art, quand même, dans le texte de Kant. Un, quand il parle d'idées esthétiques. Kant dit, exemple d'idées esthétiques. Ah, c'est très important. Quand on représente une aigle avec une foudre dans les serres. Ça, c'est une idée esthétique. Et quand il dit, mais idée esthétique de quoi? De la toute-puissance. Représentez-moi la toute-puissance, donc une aigle avec des foudres, n'est-ce pas, dans les serres. Et quand il dit une aigle avec des foudres dans les serres, ça, ce n'est pas un prédicat logique de la toute-puissance, cependant, ça peut être un attribut esthétique. Et avec cet attribut esthétique, l'entendement va essayer de commenter ça. Et ce commentaire